vient juste de mourir. Donc, oui. Mais il y a moyen de les avoir sur... Ah, c'est génial. Hein. C'est chouette, hein. Mais voilà, du coup, je vous ai mis une petite carte avec les... Ben, là, je suis en Amérique du Sud, mais enfin, voilà. Avec les Indiens. Là, il y a encore 50 à 80%. Non, 5 à 20% d'Indiens au Mexique. Au Pérou, encore un peu plus quand même, 20 à 50%. En Bolivie, beaucoup plus. 50 à 80%. Au Brésil, 0 à 5%. Alors, voilà, regardez cette carte, surtout qu'elle est très bien faite. Bien se rappeler que c'est qui est là en Amérique centrale? Les Aztèques. et les... Mayas. Et les quoi? Les Mayas. Et c'est qui est en Amérique du Sud? Les Incas. Voilà, on répète. Aztèques, Mayas. Où ça? Amérique centrale. Il a dit Aztèque, Maya, où ça? En Amérique centrale. T'appelles pas Elodie, hein? Où ça? Bravo, et les Incas? Amérique du Sud. C'est Guatemala, Mexique, Pérou. Ouais, au moins ça, c'est une chose minimale. Alors voilà, l'Alaska, le détroit de Bering. Voilà ce que tu fais. Oui, Quechua, ça, c'est pas à fond la forme. Hein. C'est toutes sortes un certain nombre de peuples indiens et guaraniens. Mais pourquoi je parle des Indiens là? Moi, je pensais que c'était en Amérique du Nord. On fait l'Amérique du Nord aussi. Amérique, oui. C'est pas aussi grand. Ah non, c'est bien. Et attendez, ce que je comprends pas. Ah oui, mais je suis avec mon dessous des cartes, je crois que c'est tout. Voilà. La calotte glaciaire, l'eau douce, tout ça qu'ils font, je passe. Madame, on peut considérer l'Amérique du Nord comme occidentale? Ben, parce que je fais le tour. Vous voyez, vous avez remarqué que je fais le tour de tous les êtres humains, et que sauf l'Europe, je fais tous les continents, extra-européens. C'est extra-européen tout ça. Donc je prends comment l'homme s'est propagé sur la Terre, la branche qui va en Europe, je l'oublie, et je fais les autres. Dans l'ordre, comment il s'est promené normalement jusqu'à présent. Voilà. Ici, ça me vient, moi, cette carte dessus des cartes, parce qu'on n'est pas comme les cartes habituelles où c'est à partir de nous. Mais là, c'est vu d'en haut, on voit bien. Pour le moment, il y a beaucoup d'enjeux là-bas, évidemment, puisque avec la fonte des glaces, on va pouvoir aller maintenant d'un coup d'un continent à l'autre sans plus de faire le tour. Enfin, ces articles-là, je vous les donne. Là, c'est pas vraiment... mais c'était quand même intéressant de savoir qu'il n'y a pas que les hommes qui migrent. Les vents bougent et vont d'un continent à l'autre. Et que c'est justement ces mouvements d'eau et de vent qui vont augmenter et aggraver la fonte des glaciers, évidemment. Si vous mettez un glaçon sur un bureau et que vous le penchez, il va tomber. Mais si vous mettez de l'eau en dessous du glaçon, il va glisser encore plus vite. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Vous ne se rendez pas compte, mais ça va venir à un moment donné à une vitesse élevée. Voilà. Je vous présente le système selon Ptolémée. Ça, c'est en 1585. C'est probablement c'est encore une carte où il n'y a pas l'Amérique. Vous voyez, on a l'Europe, vous voyez plus ou moins l'Afrique là, et puis là plus ou moins des trucs, et pour le reste on ne sait pas. C'est encore le temps où vous croyez que de l'autre côté de la mer, il y avait un grand trou là, vous voyez. Ben voilà. Je m'attendais à tout sauf ça. Pourtant, il s'appelle Amérique du Nord. J'ai commencé par parler des cartes. Voilà, ça va venir. Oui, on a les Inuits là. C'est intéressant. Ben oui, évidemment, ce sont ce que je vous montre là, c'est les peuples qui étaient là avant les incursions européennes, les peuples premiers. Et donc la calotte glaciaire, c'est par là, à l'époque où c'était gelé,
que les peuples ont pu partir de Okinawa. Vous vous rappelez cette dernière île du Japon? Et donc, et puis évidemment, à un moment donné, les hommes vont oser faire autre chose que du cabotage, c'est-à-dire suivre les bords des rives, s'arrêter. Et on a évidemment 1487 Diego Cao, Barthélemy Diaz, qui atteint le cap de Bonne-Espérance, Vasco de Gama en 1497 atteint les Indes, les Espagnols avec Christophe Colomb en 1492, cette là au moins tout le monde la connaît. Et Magellan sera le premier à faire le tour du monde entre 1519 et 1522. Vous voyez, ça se passe comme ça en une génération ou deux. Voilà, ça c'est une carte faite par Christophe Colomb. Christophe Colomb en avait un exemplaire, il date de 1410. Et vous voyez qu'on a quelques petits territoires comme ça, mais c'est vraiment pas encore ça. Americo Vespucci, c'est de son nom que vient le nom de l'Amérique. Vous voyez ici, on sent l'Afrique. Et puis on voit bien que c'est là-bas que ça se passe. Ici, c'est un planisphère de 1502. On voit bien la carte de l'Afrique avec chaque fois. Vous voyez, le bord des côtes est nommé. C'est plus foncé parce qu'il y a chaque fois des noms. Vous voyez l'Europe. Par contre, là-bas, on a juste atteint un petit peu ici les côtes du Brésil. Et pour le reste, on sait rien. Alors. Ici, par contre, vous voyez qu'on a déjà le Brésil avec, vous voyez, des peuples dessinés, des animaux, des oiseaux, beaucoup de perroquets. Et puis, comme par hasard, dans les tableaux de la même époque en Europe, vous avez souvent ces oiseaux magnifiques. Vous voyez que les cartes, elles sont relativement, celle-ci en forme de cœur, mais elle est quand même magnifique parce qu'elle nous montre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, vous voyez ça? Et même les premières terres australes, ils ont déjà un petit peu là. La première fois qu'on les représente, on ne sait pas encore trop bien, mais ça c'est un paravent japonais qui représente un planisphère qui date du début du XVIIe siècle et qui témoigne de la diffusion de l'image européenne du monde. Précoce, vous voyez, nous on a à peine compris comment ça marchait cette histoire-là, qu'on est déjà en train de diffuser ça par qui? Ben, toujours la même chose, c'est qui diffuse bien les choses au XVIIe siècle? L'Église. Et particulièrement qui dans l'Église? Les Jésuites. Et son appropriation par les Japonais. À la différence du planisphère de Matteo Ricci, réalisé en Chine à la même époque, c'est bien une carte centrée sur l'Europe et l'Afrique qui est reproduite ici, plaçant le Japon à la limite de la représentation. Et voilà, donc le Japon il est bien ici comme dans nos cartes, tandis que je vous avais montré quand on a vu la Chine, une carte où il avait mis la Chine au milieu, lui, Matteo Ricci, notre jésuite. Voilà, ça c'est celle de Matteo Ricci, avec l'Afrique qui est là et la Chine qui est au centre. Et ça c'est celle faite par les Japonais, ou c'est l'Europe qui est. Ça, c'est ce globe terrestre dont je vous ai parlé. Si vous le voyez un jour à Paris ou quoi, il est immense. Il a été fabriqué pour Louis XIV. Et ce sont des petits détails qui sont peints sur le globe, comme celui-ci par exemple, vous voyez. Et sur ces globes, ils doivent être sublimes parce qu'il y a tout ce qu'on sait sur tous les pays à cette époque-là. Alors ça, c'est les 4 femmes incarnant les 4 parties du monde, avec l'Africain. Celle-là, ça doit être l'Asie, l'Amérique et puis l'Europe. Alors ici de nouveau Rubens, c'est le XVIIe siècle. On a l'Europe et le Danube au fond de la Seine, l'Asie et le Gange à droite, l'Afrique et le Nil au milieu et l'Amérique et le Rio Plata à gauche. Alors on fait des allégories. C'est encore lui qui est le moins raciste de tout, en fait. De tous. Voilà. Donc, ça c'est le texte d'introduction de Patrice Arrive, c'est ce à quoi je m'attendais dès le départ. L'Amérique du Nord, aux alentours de 15 000 avant Jésus-Christ,
Et alors que les glaciers de la fin du Pléistocène couvrent encore en partie l'Amérique du Nord, de petits groupes de chasseurs de l'âge de la pierre entreprennent de quitter la Sibérie. Certains indices archéologiques laissent à penser que des peuples venus d'Asie centrale ont pris part au voyage en direction de l'Amérique du Nord. Quelques groupes de chasseurs ont probablement franchi l'étendue de terre qui traverse le détroit de Bering, avant de longer vers le sud les vallées libérées de la glace, guidés dans leur périple par la poursuite du gibier. Voilà, ici le long. Donc là, c'est la côte sud-ouest, sud-est, ouest, c'est juste, côte ouest de l'Amérique. Cependant, il est possible qu'une ou plusieurs vagues d'immigration se soient produites plus tôt, dès 30 000 avant Jésus-Christ. Et qu'ici, comme dans d'autres régions du Nouveau Monde, les migrants aient été plus nombreux qu'on ne le suppose. Entre l'Europe et l'Amérique, voir l'hémisphère nord en projection polaire montre bien qu'il n'y a pas de continent arctique et que le Groenland est en fait très central. Le trajet aérien le plus direct entre Londres et New York passe précisément par là, les deux villes étant chacune situées à 3000 km au sud du Groenland. Le Groenland a été peuplé par 4 migrations successives, venues d'Asie, en passant par le détroit de Bering lorsqu'on pouvait le franchir à pied, puis par le nord du continent américain. La première venue il y a 11 000 ans de la Sibérie orientale était sans doute un groupe de Tchouktches, chasseurs à la poursuite de hordes de rennes. Ils ont formé une civilisation que les archéologues ont appelée indépendance. Et ensuite la civilisation Saka, puis celle de Dossé, savoureux. Enfin, la première, civilisation de Tulé, a donné les ancêtres directs des Inuits. Les Inuits, il est possible que les migrants aient été plus nombreux. En survivant ce climat impossible, ces hommes ont développé bien plus qu'une culture technique. Une vraie civilisation, appelée civilisation du phoque. L'homme y vivait en harmonie physique et mentale avec un environnement, pourtant sans douceur, enseignant patience et humilité. Une culture où les hommes et les animaux et la nature ne font qu'un. Donc voilà, ils suivent le bétail. Alors, quand ils arrivent sur le côté ici, d'autres ont sans doute contourné la barrière des glaces et opté par la voie maritime, explorant la côte ouest depuis l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud en passant par l'Amérique centrale, sur de solides petites embarcations. Oui, ces peuples qui vivent sur des bateaux, c'est ceux-là qu'on va retrouver d'ailleurs. Vous verrez ici, là, on a des forêts, et les Indiens qui vivent ici sont marqués par ces cultures du bateau. Et donc, jusqu'à l'Amérique du Sud, en passant par l'Amérique centrale, sur de solides petites embarcations. Les communautés sont très différentes dans leur aspect, leurs coutumes et leur langage. Et là, je vous ai mis la liste d'un certain nombre des plus connus des communautés indiennes. Quels que soient les moyens employés, néanmoins, le peuplement de l'hémisphère nord s'étalera sur plusieurs milliers d'années et donnera naissance à des communautés très différentes dans leurs aspects, leurs coutumes et leur langage. Le point commun qui, en revanche, unit ces petites sociétés est leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement. Il est temps. Voilà, je vous remercie de votre bonne attention.